cher cadet, ami co-scientifique pacifique, qui ne cesse de me déranger lorsqu'il s'agit de cafés électoraux. Mais j'estime que c'est quand même un espace important qui permet de développer des réflexions autour des questions électorales et en même temps qui constitue un creuset de renforcement des capacités en termes d'expertise électorale. Donc je le remercie. Effectivement, il m'a un peu pris à pied levé parce que là j'étais avec les gens du MLC. La tripartite ici devra déboucher sur des orientations, des recommandations importantes en lien avec les réformes électorales. Et donc, pour arriver à faire des propositions à ce niveau-là, il fallait passer par l'évaluation du processus jusqu'à cette étape. Ça signifie que dans sa première phase, dans sa première séquence d'organisation des élections présidentielles, législatives nationales et législatives provinciales. Et comme vous le savez, c'est une recommandation de l'accord de la Saint-Sylvestre qui demande en fait au CENSA de convoquer des journées de la tripartite d'évaluation impliquant effectivement le CENSA, le gouvernement et la CENI, de manière à voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des élections. Comme vous devez l'avoir suivi à travers les médias, il y a un fond, il y a un sous-tendu politique dans ces travaux. Mais moi, je vais me limiter seulement aux aspects techniques, ça c'est pas mon affaire. Effectivement, pour éviter que cette rencontre constitue une sorte de raté, mais en même temps que cette rencontre produise effectivement des résultats importants qui pourraient bénéficier au pays dans le cadre du processus de réformes électorales. On nous avait appelés, moi précisément, pour les aider à élaborer les termes de référence. Et j'aimerais d'abord vous faire découvrir qu'est-ce qu'il y a comme important, en fait, ce qu'il y a de substance dans les termes de référence. Comme ça, ça vous permet de savoir en quoi consistent les travaux, la pertinence des travaux et leurs importances. Alors, après, je vous dirai un mot sur la présentation du vice-président de la CENI. Je vous dirai après aussi un mot sur je vous parle de référence, il fallait évaluer, mais je me suis rendu compte qu'il n'avait vraiment pas un contenu tout à fait solide pour que l'évaluation soit efficace et efficiente. Nous avons proposé que, pour autant que c'était une évaluation du processus électoral, que l'on fasse l'analyse FOM du processus électoral, en principe de 2012 jusque maintenant. Alors, analyse FOM, donc, ce sont des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Mais, si effectivement l'expertise le permet, nous pourrons en même temps évaluer, voir est-ce que les élections ont été pertinentes en ce moment. Est-ce qu'il y a eu efficacité dans l'organisation des élections? Est-ce qu'on peut parler qu'on a eu des élections efficientes? Et quel en est l'impact aujourd'hui par rapport à la démocratisation du pays? Finalement, un groupe d'experts qui devra s'occuper des rapports qui va y travailler. Parce que ce sera difficile de faire cette réflexion avec tous ces amis-là dans la salle. Alors, mais principalement, quelle est la thématique? Dans le processus électoral, nous avons proposé qu'on puisse évaluer, donc faire l'analyse FOM des aspects politico-légaux du processus électoral, notamment la loi électorale et leurs mesures d'application, et ces mesures d'application plutôt, la loi sur l'identification des électeurs, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, mais aussi les aspects opérationnels, notamment le fichier électoral, l'exécution du calendrier électoral, l'organisation des scrutins même, le contentieux électoral, la logistique électorale. On devra aussi, à travailler l'observation constituer les premières dans notre pays à avoir conduit le pays à l'alternance démocratique, mais surtout où un opposant prenait la tête
remplaçant un président, effectivement, qui avait passé autant d'années au pouvoir, mais qui avait encore la vigueur et la force de continuer. Et ces élections se sont terminées de manière relativement apaisée, parce qu'il n'y a pas eu de chaos, ni de casse, comme les gens le craignaient. Qu'à ce niveau-là, la CENI se félicitait, mais aussi que le Congolais devait se féliciter. Que la CENI a eu à organiser des élections qui, pour la première fois, étaient financées entièrement et totalement par le gouvernement, sur fonds propres du gouvernement congolais. Le problème de la souveraineté qui s'est haussé davantage dans le pays. Mais qu'au regard du nombre de contentieux dont l'avalanche est constatée au niveau de la cour, au niveau des différentes cours, plus de 1000, parce que ça avait été souligné, il nous amène à une réflexion en disant: la CENI avait enregistré 19 640 députés provinciaux et 15 388 députés nationaux. De ces 19 000, il fallait tout simplement qu'il y ait 700 députés qui soient élus. Et donc, vous comprenez qu'il y a au moins plus de 18 000 députés qui devaient se transformer en candidats malheureux. Et ça, c'est du côté provincial. Du côté national, plus de 14 000 parce qu'il fallait avoir que 485 sièges élus. Les autres devant provenir de Yumbi, Butembo et Beni. Mais pour les provinciales, il fallait 700 élus, 65 devant être cooptés et 15 du côté Beni, Butembo et Yumbi. Alors il dit, mais au regard du nombre important de candidatures et du nombre limité de sièges à pourvoir, qui a-t-il de penser que tout le monde qui a pris des moyens par-ci par-là et qui s'attendait à être élu, qu'aujourd'hui ne soit pas proclamé élu et qu'il se dise malheureux et qu'il n'aille pas à la cour, étant donné que le mécanisme légal pour pouvoir exprimer son mécontentement n'est que les différentes cours. Et il trouve que c'est normal qu'il y ait un grand nombre de contentieux dans les différentes cours, parce que le nombre important des électeurs, au regard, au prorata, du nombre insignifiant des sièges, pouvait déjà en donner présage. Alors, il continue en disant que pour les élections des sénateurs, par rapport aux différentes allégations de corruption, il a souligné une chose en disant que la CENI a organisé les élections sénatoriales. S'il y a eu corruption, ça s'est passé en dehors de l'hémicycle, en dehors du bureau de vote. La CENI a pris des dispositions telles que aucun grand électeur ne pouvait entrer avec l'appareil photo ou encore son téléphone dans l'isoloir. Et cela a été fait, ça a été respecté. Les quelques honorables récalcitrants qui osaient le faire avaient été dénoncés, par exemple ici à Kinshasa, il y en a eu 2, et qu'aucun acte de corruption n'a été constaté dans l'hémicycle. Que s'il y a eu de corruption, ça a été fait en privé, en dehors de l'hémicycle. La CENI trouve que ça ne le concerne pas. Ça ne concerne pas le processus. C'est des choses qui devraient être rangées dans les matières pénales si jamais les enquêtes arrivaient à prouver qu'il y a eu effectivement des corrupteurs et corrompus avec preuves matérielles à l'appui. Et, en tout cas, l'institution, dans ses prérogatives pénales, pourrait agir. Mais par rapport à la CENI, elle trouve que les élections se sont très bien déroulées, qu'il n'y a eu de problème, qu'on n'a déniché aucun acte de corruption ni de fraude pendant le déroulement des scrutins. La CENI, elle relevait le fait qu'il fait le constat selon lequel il ne savait pas, il se trouvait en face de qui, parce que pour lui, il y a eu des membres du CENSA qui étaient déjà démissionnaires parce qu'ils s'étaient présentés comme candidats dans leurs différents regroupements politiques. Et qu'ayant démissionné, il trouvait tout à fait incongru de les retrouver encore membres de CENSA et dans la salle participant à la tripartite. Alors il s'est dit, est-ce que tous ceux qu'il trouvait là avaient qualité
à se représenter encore comme membre du CENSA, étant donné qu'ils avaient déjà décidé, parce qu'ils sont allés se représenter comme candidats dans leurs partis respectifs. Et pour lui, il trouve que les recommandations qui seraient prises au sein de la tripartite, étant donné qu'il y a eu des gens qui n'ont pas qualité qui ont participé, ces recommandations risqueraient d'être nulles et non avenues. C'est ça qui anime la polémique aujourd'hui. Et le CENSA rétorque en disant, oui, effectivement, il y a eu des membres qui ont démissionné et qui sont allés qui sont allés dans, en fait, disons, qui avaient été récupérés par leurs composantes politiques comme candidats politiques, qui sont allés en politique. Ils ont démissionné. Mais que ces membres étaient rappelés comme observateurs. Par ailleurs, le CENSA dit, mais il y a des membres qui sont allés en politique tout en étant membres du CENSA, mais qui n'ont pas démissionné, et dont la CENI avait validé la candidature. Maintenant, le CENSA s'est dit, de quelle manière la CENI, ayant trouvé qu'il y en a qui avaient démissionné, ok, il a validé la candidature, mais d'autres n'avaient pas démissionné, sachant que ceux-là sont membres du CENSA, mais il n'a pas pu invalider leur candidature. Pourquoi n'a-t-elle pas recouru au CENSA pour se rendre compte, en fait, de la situation de ces gens-là, ou encore invalider carrément leur candidature? C'est là où il y a le problème. Finalement, le CENSA accuse la CENI d'avoir décidé, en fait, de manière assez... d'avoir créé un conflit d'intérêts. De quelle manière il a pu valider certaines candidatures des gens qui n'avaient pas démissionné, alors que pour certains qui avaient démissionné, il avait bel et bien vu les lettres de démission, il les a validées en même temps que ceux qui n'avaient pas démissionné, et il n'a pas fait recours au CENSA. Deuxièmement, le CENSA dit, là c'est une tripartite d'évaluation. Ce n'est pas le lieu de prendre des décisions pour que l'on sache si c'est nul et non avenu. C'est un espace où on produit des réflexions et finalement ils vont se retrouver en tripartite restreinte pour voir comment transformer les recommandations qui seront formulées, les orientations, en décisions et qui seront transmises au chef de l'État. Donc, ce n'était encore qu'une première étape pour le CENSA. Voilà, donc ça, c'est ce que le président a dit. En substance, c'est simplement ça. Mais en dehors de ça, il a confirmé qu'il y aura bel et bien élection à Beni, Butembo et Yumbi, parce qu'ils étaient prêts et que les équipes étaient déjà sur place pour des missions de prospection sur le plan technique. Là, en tout cas, il n'y avait pas à faire, que les élections de gouverneurs auront aussi bel et bien lieu aux dates annoncées par le calendrier réaménagé par la CENI. Voilà. Maintenant, 20 décembre, encore 2018, il avait été débloqué 501 165 807 93 dollars. 501 165 807 et 93 dollars. Le montant global qui avait été décaissé. Mais pour maintenant, pour ce qui se passe maintenant, de janvier à ce jour, ils ont débloqué... De janvier 2019. Au janvier 2019, merci. Ils ont débloqué 34 500 000 dollars pour les élections de Yumbi, Beni et Butembo. Alors, nous avons posé la question, parce qu'il s'est arrêté là, nous avons dit, mais est-ce qu'on peut nous donner le tableau de ventilation de tous ces montants? Et le président de CENSA a dit, je ne lui en tenais pas rigueur, il va nous envoyer ça. Parce qu'effectivement, il a senti qu'il y avait un peu trop de remous, et ainsi de suite. Mais les différentes affectations, la ventilation, qu'est-ce qu'on a affecté à quoi, ainsi de suite, ça n'a pas été donné. On a promis d'envoyer cela, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu ça. Mais avec ces chiffres-là, vous n'avez qu'à savoir qu'est-ce qui a été décaissé pour les élections dans le pays. Quant à l'intervention du ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, un seul aspect
faisait l'objet de son intervention. C'est le fait que la plupart des assemblées provinciales ont organisé des élections sénatoriales en violation des articles 112 et 160 de la Constitution qui stipulent qu'il y a nécessité d'attendre que le règlement intérieur soumis par le bureau provisoire soit d'abord validé en termes de conformité constitutionnelle par la Cour constitutionnelle avant de mettre sur pied le bureau définitif et d'organiser les élections sénatoriales. Il relève que, à part la province du Haut-Ouélé, qui est dans le bon, qui a fait valider son règlement intérieur avant de mettre sur pied son bureau définitif et d'aller à l'élection sénatoriale, toutes les autres provinces sont en déphasage, sont en violation de la Constitution. Et il a présenté un tableau d'enquête qu'il a eu à mener où vous trouverez qu'il y a d'une part la date d'adoption du règlement intérieur, la date de transmission du règlement intérieur à la Cour constitutionnelle, la date d'installation du bureau définitif et l'observation. Vous prenez par exemple l'Équateur, date d'adoption du règlement intérieur, 19 février 2019. Date de transmission du règlement à la Cour constitutionnelle, 25 février 2019. Installation du bureau définitif, 11 mars 2019. Constat, le bureau définitif a été installé avant l'avis de la Cour constitutionnelle. Je peux vous prendre... on pourra photocopier ce tableau. Hein, je crois on va donner aux participants. Oui, mais je dois garder une copie. Si on peut le faire, c'est seulement maintenant. Comme ça, vous donnez aux participants. Ça peut alimenter des réflexions. D'adoption règlement intérieur, 22 février 2019. Date de transmission règlement intérieur à la Cour, pas encore transmis à la Cour. Date installation bureau définitif, 11 mars. Date observation, bureau définitif installé avant transmission du règlement intérieur à la Cour. Sur tous ces éléments-là, cadre légal, aspect technico-opérationnel, aspect administratif, financier. Financier, on a pris les travaux de l'ODEP et nous avons eu à approfondir. J'ai eu aussi en même temps à présenter le travail sur l'analyse de la machine à voter, les aspects logistiques, tout ça, vraiment un document que j'ai présenté, j'avais été complété par Jérôme Bonso, et finalement, ce travail a été distribué pour être approfondi au niveau des carrefours. Le professeur Luzolo Bambi est venu travailler, est venu présenter un panel sur la corruption. La corruption, et Georges Kapiamala est complété sur la question de la corruption dans le processus électoral. Et Cyril Botoko devait intervenir sur l'observation électorale. Il est venu, mais après il avait été rappelé et il n'est plus revenu. Voilà, il n'y a eu que ces 3 interventions, mais pour le moment il faut avouer quand même que les travaux se déroulent très bien. Depuis avant-hier, on est dans les travaux en groupe. On est en train de travailler. Après, ce qui va arriver, c'est que, tel qu'ils ont proposé, ils mettront sur pied une équipe d'experts qui va retravailler le document, le présenter de manière assez potable, et ils vont en faire un cahier de charges qu'ils vont présenter au président de la République, parce que le président du CENSA dit que le président de la République tient à ces travaux pour orienter les différentes réformes électorales qui devront avoir lieu. Et donc, ce document-là pourrait constituer en fait un agenda politique pour orienter la suite. Les grandes demandes qu'il y a là-bas, c'est effectivement qu'on puisse penser aux réformes légales, notamment réforme de la loi organique de la CENI, réforme de la loi électorale, réforme de la loi sur l'identification des électeurs, la réforme de la loi sur l'organisation et fonctionnement des partis politiques, donc ces lois-là, mais aussi aller un peu plus loin jusqu'à certaines lois liées à la décentralisation pour rendre efficace la tenue des élections locales.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra réformer? Là, il faudra entrer à l'intérieur des différentes lois pour voir quelles sont les dispositions qui nécessitent des réformes et qu'est-ce qu'il faut proposer comme réforme. Le vice-président de la CENI, il avait déclaré, il a dit, les gens reviennent sur notre mandat, nous sommes fin mandat et nous ne reviendrons pas. Notre mandat finit en juin 2019 et c'est un mandat non renouvelable en vertu de l'article 13 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et les gens sont revenus sur l'audit indépendant de la gestion de la CENI. Il est revenu pour dire la CENI est prête à être auditée. Mais c'est une question du Parlement. La CENI est en train de préparer un rapport d'activité de 2012 à 2019 qu'elle va déposer au Parlement et elle demandera que le Parlement puisse en débattre de manière à avoir des recommandations qui pourront effectivement impacter les réformes électorales. Voici, si c'est en synthèse ou en gros, au moins la substance des travaux qui se déroulent là-bas. Maintenant, il faudra attendre que nous arrivions au bout pour que vous puissiez avoir le document final et je crois que par Pacifique, vous pourrez l'avoir. Merci beaucoup. C'est comme si, effectivement, nous sommes en plein travaux de tout ce qui se passe sans y mettre ses avis à lui. Et donc, il mérite nos sincères félicitations. Comme société civile, il est parmi nos répondants sur terrain. J'ai pu négocier. Donc, comme nos représentants du peuple que nous avons élus, c'est toujours très important que nous ayons les échos, cet interéchange entre les élus et les électeurs. Ce sont des séances pédagogiques en démocratie. Et d'emblée, je vous remercie et je vais devoir aussi m'excuser parce que je dois rejoindre la base à un deuil. Et donc, je vais écourter mes propos et on aura tout le temps des moments d'échange, si vous le voulez bien. Ça ne sera pas la dernière fois, en tout cas pour moi. Des amendements au règlement intérieur. Certaines des innovations ont été coulées dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale que nous venions d'élaborer et nous attendons la conformité de la Cour constitutionnelle. Mais en attendant, c'était dans mon propos, je commencerai d'abord par élever les innovations majeures apportées par la plénière générale. Oui, oui. Et je reviendrai ensuite sur les innovations initiales. Le projet de règlement voté, c'était le 21, je crois, mars, prend en compte les soucis des députés nationaux de corriger certaines faiblesses qui étaient visibles dans les passés, apporter certaines innovations eu égard au dynamisme de la fonction législative dans le monde. Et au nombre des innovations, on peut retenir l'ajout des trois commissions permanentes aux 7 qui existaient. Il s'agit de la commission des droits de l'homme, de la commission du genre, famille et enfants, de la commission de suivi, évaluation de lois et recommandations de l'Assemblée nationale. Des recommandations permettra aux députés de s'assurer que la production législative où les lois élaborées participent ou non à l'amélioration de la gouvernance de la société, des conditions de vie. Vous savez comme moi que la moisson législative antérieure, elle a été grande, mais c'est au niveau de l'exécution et au niveau aussi du suivi où il y a eu beaucoup de faiblesses. Voilà pourquoi au nombre d'amendements contenus dans ce document que je vais vous laisser, il y a eu plus ou moins 700 amendements. 700 et je vous dis, c'est tout le monde qui voulait prendre la parole. Bien que pour nous autres, nous qui venons d'entrer, c'était très difficile, mais il fallait bien lire le document en amont
Et les timings pour donner ces amendements étaient un peu comme on peut dire, on nous a coincés. Si tu n'es pas, tu ne précèdes pas les événements, tu vas rater. C'était en une demi-journée. Mais heureusement que comme c'était vraiment capital, on a essayé aussi de demander conseil aux uns et aux autres et ainsi produire nos amendements. Ça veut dire que les amendements qui sont entrés après le timing fixé n'ont même pas été pris en compte. Donc les 700 amendements-là, ce sont les amendements qui sont entrés juste pendant le timing prévu. Les autres qui avaient des amendements en cours, ça ne passait pas. Donc nous avons parlé des 3 commissions permanentes et nous avons aussi, vous avez remarqué que la 3e commission est très importante, surtout pour nous autres, vous autres de la société civile, la commission permanente chargée du suivi, évaluation de tout ce que nous faisons et des lois, mais aussi des mesures prises par l'Assemblée nationale. Et là, je crois que la société civile va jouer un grand rôle. Nous avons aussi la commission permanente de droits de l'homme. Il y a eu plusieurs fois des cas de violation de droits de l'homme. C'est vraiment une commission qui va travailler sûrement en collaboration avec vous comme experts. À titre personnel, nous avons essayé aussi d'implorer ou d'initier l'amendement autour de la qualité des assistants, parce qu'on a remarqué que dans les temps, un assistant était juste comme un porteur de mallette et il était mal considéré, et il n'était pas bien rémunéré. On a demandé à ce qu'il soit, que les conditions d'un assistant parlementaire soient élevées et qu'il soit considéré comme un personnel politique. Et si le budget le permettait, qu'on rajoute encore un personnel d'appoint à chaque député, comme ça s'est fait partout ailleurs, parce que finalement tu ne peux pas faire le travail seul. Tu dois avoir quelqu'un à la base qui est en train de récolter les desiderata et un autre en train de faire des recherches, des études comparées pour être assez efficace et pour ne pas qu'on nous dise tout le temps, les femmes, vous ne prenez pas la parole, vous êtes là, on vous élit et puis vous êtes là seulement oui et non. Pour prendre la parole, il faut bien préparer et bien faire des recherches, et il faut être bien entouré, pas seulement quelqu'un qui vous prend la mallette ou bien vous prenez cet argent comme d'autres députés le faisaient. Il donne à son chauffeur, il donne à sa petite amie et puis il donne une partie à cet assistant-là et finalement l'assistant joue que le rôle d'un accompagnateur. Il ne joue pas le rôle d'aider réellement les députés à être assez pertinents. J'ai essayé de vous apporter, enfin c'est ça que vous avez photocopié. Tous ces amendements sont ici. Il y a aussi l'amendement qui voulait assez qu'une une motion d'incidentiel ne puisse pas bloquer la motion de défiance. Évidemment, là, sur cet article, il y avait 7 alinéas. Il y a certains alinéas qui ont été acceptés et 2 alinéas comme ça, suite au vote, qui n'ont pas été acceptés. Mais du moins, on sent que ce Parlement est quand même rempli des jeunes et des nouvelles visages qui vont apporter. Et puis aussi, nous avons intégré le fait de ne pas élaguer sa signature une fois qu'un processus est en cours. En tout cas, je crois que ce sont les grandes innovations majeures. Quand bien même il y a d'autres innovations, nous avons voulu assez que nous aurions souhaité qu'en cas de divergence des vues, par exemple, que les 2 chambres, la préséance soit accordée au Sénat. Mais ça n'a pas été pris en compte. Et donc, nous avons voulu aussi, en définitive, plusieurs parmi les élus ont souhaité voir la plénière verrouiller l'examen des motions de défiance ou des censures qui étaient souvent dans les passés bloqués par des motions des incidentielles, comme je venais de le dire. Mais il y a quelques dispositions qui ont été acceptées, mais suite au vote, il y a aussi certaines dispositions qui ont été élaguées, bien que la commission qui était chargée de nous présenter les règlements intérieurs avait élagué ce document. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que nous attendons la Cour constitutionnelle et ensuite aussi ce qu'ils nous ont dit,
les dispositions qui n'ont pas été prises en compte au cours de cette législature, il y a toujours moyen de les intégrer petit à petit. Je crois que voilà en gros ce qui s'est fait là-bas, mais nous avons amené avec nous tous les 700 amendements pour que vous puissiez prendre connaissance de cela, et nous allons aussi vous apporter un tableau de ce qui a été retenu et ce qui n'a pas été retenu. Là déjà, c'est bien spécifié, mais après le vote, les choses avaient un peu changé et nous allons vous les apporter. À vos conseils, mais aussi à vos suggestions. Et si vous avez des choses que vous voulez que nous puissions porter, parce que vous m'avez donné la voix, donc je reste ouvert à ma qualité dans mon rôle de représentation et dans mon rôle de législation. Merci beaucoup. Nous allons libérer l'honorable. Agenda citerai l'AND au niveau de la circonscription électorale. Elle est en train de quitter déjà la salle. Le temps que je l'accompagne, je laisse Gérard en train de répondre. Je coordonne la section genre et enfants du RODESIC. Le RODESIC qui est un grand réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique et d'inspiration chrétienne. Donc vous comprenez, vous répondez pour le compte de la dynamique dynamique des femmes des provinces. Des provinces de la République démocratique du Congo. Voilà. Ah oui. Alors je voulais dire ceci, vous êtes juste au début du mandat, mais après peut-être que vous allez changer de comportement. C'est ce qu'on a toujours remarqué. Au lieu de continuer avec cet cordon ombilical, de revenir vers la base, de revenir vers la société civile pour puiser suffisamment d'informations, mais à un moment donné, vous mettez des barrières où on ne sait plus vous atteindre, ou même si on vous a envoyé, je ne sais pas, quelque chose que vous ne réagissez même pas. En tout cas, si vous pouvez rester ouverte, comme vous venez de le déclarer, ça serait une bonne chose, parce que la société décrit toujours le comportement des femmes. Et qu'est-ce que les femmes font au Parlement? C'est ça le grand problème. Si vous pouvez faire exception cette fois-ci, ça serait une bonne chose pour les femmes aussi. Je reste vraiment ouvert. Gérard va se fâcher. S'il vous plaît. Une seconde. Elle nous aura sur son dos parce que nous, on n'a pas besoin d'appeler au téléphone. Nous savons où l'avoir pour vraiment lui mettre pression. Bien, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore applaudir l'honorable jusqu'à présent? Merci beaucoup. Je laisse.